Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept qu'on vous a proposé au printemps dernier déjà, où en fait l'idée c'est que c'est une vidéo pour ou contre, c'est-à-dire que vous nous donnez un grand thème, enfin un grand thème, pas trop large non plus, et on répond par pour ou contre et après on explique un peu pourquoi, pourquoi on est pour ou pourquoi on est contre. Vous avez participé, on a quoi, 6 ou 7 thèmes à aborder? On en a pas mal, je sais pas combien. Mais... Ah oui, aussi, on a pris des petits, petits panneaux. Alors, tac, tac. Donc, le premier thème, c'est achat de livres via internet et la nouvelle taxe. 3, 2, Ah, attends, je suis pas prête. C'est bon. 3, 2, 1. Ah. Okay. Je pensais qu'on serait d'accord, encore une fois, comme pour l'autre concept qu'on avait fait, on devait répondre qui de nous deux. Et on a donné les mêmes réponses. Je m'attendais à ce que ce soit la même chose en fait. Ouais, bah je suis plutôt contre parce que c'est complètement inutile en fait. Pour moi c'est plus pénalisant qu'autre chose. Le but c'était de faire privilégier les librairies, les magasins, les librairies, les commerces en ville, etc. pour éviter que les gens ne commandent des livres en livraison. Et en ligne, je suppose notamment sur les gros sites de vente comme Amazon, je suppose que c'était ça le but de la loi. En fait, la loi, c'est que en dessous de 35 € de commande de livres, on doit payer minimum 3 € de frais de port. Et en fait, au-delà, bah, il suffit de commander 3 livres en fait. Et du coup, on paye plus que 1 centime. Ou plus les frais de port. Enfin, sur Amazon, moi j'en ai pas, donc c'est pour ça que je dis 1 centime. Mais non, il n'y a pas de frais de port. Bah, les frais de port standard ils sont rarement offerts sur d'autres trucs. Genre la Fnac, les frais de port sont pas offerts, même quand on commande à 35. Hein. Tu les payes pas? Bah, tu payes pas la taxe, mais tu payes les frais de port quand même. Bah, non, justement. C'est ça le principe. Même genre quand tu Mais c'est ça le principe. Genre, par exemple, si je commande sur Gibert 35 € de livre neuf, je paierai 0,01 € de frais de port. C'est qui paye les frais de port du coup? Bah du coup c'est parce que tu payes plus de 35 € et en fait sinon tu payes, enfin moi j'avais compris comme ça, parce que en fait ce qui se passe c'est que moi quand j'achetais déjà avant la fameuse loi, à partir du moment où je dépassais un certain montant d'achat, les frais de port étaient offerts de toute façon. Bah ça dépend. Genre sur Momox, sur... bah oui mais du coup moi j'avais acheté sur Momox, j'ai acheté sur Momox et Gibert de toute façon. Et Amazon, mais Amazon, bon... mais pour moi, la taxe, c'est plutôt un truc pénalisant, en mode, si tu commandes un bouquin, tu payes dans tous les cas 3 €, alors que par exemple sur Amazon, si tu commandais un livre avec Prime, la livraison était gratuite en fait, que ce soit un livre ou 3 livres. D'accord, ok. Donc moi j'avais pas compris ça comme ça. Enfin, du coup j'avais pas la notion des frais de port avant, j'avais pas la même. Ah oui, avant taxe. Et pour moi je pense que au-delà à 35 €, c'est les sites choisissent, ils sont pas obligés de mettre 3 € minimum de frais de port, donc ils peuvent les offrir s'ils les offraient avant ou pas les offrir du tout. Ou les offrir à partir de 50 €, enfin je sais pas, c'est rare je trouve les sites qui offrent les frais de port. Bah je te le dis parce que pour le coup j'étais une très grosse consommatrice d'achats en ligne. Alors particulièrement pour l'occasion, beaucoup plus que pour le neuf parce que c'était quand même une époque où le portefeuille était pas aussi étoffé que maintenant on va dire. Mais c'est vrai que vous le savez, c'était au début de la chaîne, je faisais 1 voire 2 commandes par mois de plus de... Bah, je crois que mon budget c'était 35 ou 50 €. Et c'était justement pour éviter de payer des frais de port. À l'époque, il n'y avait pas la fameuse taxe et moi j'achetais pas de livres neufs mais des livres d'occasion. Donc déjà pour ou contre l'achat via internet, moi je suis pas contre, au sens où notamment pour les livres d'occasion, pour les personnes qui dans leur ville n'ont pas des accès à des grosses bouquineries, franchement Paris vous êtes super bien dotés hein, mais tout le monde n'habite pas à Paris et même les grandes villes n'ont pas toutes des bouquineries qui sont aussi intéressantes que Gibert ou alors Bookshop ou ce genre de trucs. Donc moi j'allais surtout sur Momox et j'ai acheté énormément via internet. Pour les livres neufs, je vois peut-être un peu moins l'intérêt, surtout si c'est des nouvelles sorties, parce que généralement elles sont commandables en librairie. Elles sont facilement trouvables. Maintenant je sais aussi qu'il y a des gens qui habitent pas, enfin qui n'ont pas forcément une librairie à côté, quoi. C'est pas toujours aussi facile pour tout le monde de se procurer des livres. Pour ou contre la taxe, moi je suis pour. Déjà parce que ça n'impacte pas le commerce de livres d'occasion. Donc en soi pour les livres d'occasion ça change rien. Donc en fait pour moi-même la consommation que j'avais avant ça change rien.
Donc moi, de toute façon, ça impacte pas la façon dont j'achetais, parce que soit j'achetais de l'occasion sur internet, soit j'achetais du neuf en librairie. Maintenant, oui, je suis pour cette taxe parce que effectivement, je considère que c'est de la concurrence déloyale. Donc on parlait notamment d'Amazon qui permettait de se faire livrer des livres pas chers du tout, plutôt que de s'adresser à un libraire qui habite à côté et qui peut vous faire la même commande, la faire livrer chez vous aussi, mais qui va vous faire payer quelque chose en plus. Voilà. Ah ouais, mais donc du coup, le problème c'est que là, ça va pas privilégier les petites librairies indépendantes. Du coup, les gens vont aller à la Fnac, à Cultura ou des choses comme ça. Donc pour moi, c'est pas hyper utile cette loi. En tout cas, ça ne permettra pas aux petites librairies de mieux vivre. Et en plus, bah déjà tu l'as dit, il y a la distance, tout le monde n'a pas de librairie à côté de chez soi. Et bah, ce qui va se passer, c'est que les gens vont juste attendre d'avoir plusieurs livres à commander et ils vont les commander sur Amazon quand même. Et ça changera rien pour les librairies. En fait, la différence, je dirais, c'est que, alors, effectivement, maintenant, vu le prix des livres, 35 € de livre, ça va très vite. Hein. Il suffit d'en prendre 2, voire 3, et encore, pour que vous arriviez aux 35 €. Maintenant, il y a des librairies qui livrent. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Ils livrent, mais avec des frais de port en fait. Même au-delà de 35, il y aura des frais de port. À part peut-être à partir de 100 ou 150 €, ils les offrent. Mais, et les frais de port sont plutôt assez élevés, je trouve, en ce moment. Bah du coup ça c'est à vérifier, je ne sais pas, tu vois, moi je partais du principe que les frais de port ils étaient au-delà de ce montant là, de toute façon il n'y en avait pas, et donc que ça permettait de mettre sur un pied d'égalité Amazon et les librairies indépendantes qui font de la livraison, parce qu'elles en font de la livraison. Bah oui, c'est ça, le problème c'est qu'elles font de la livraison mais à des frais de port élevés, et il me semble que la loi ça change rien, c'est pas, on va peut-être vérifier parce que bah à vérifier, c'est pas comme ça que j'avais compris, parce que A few moments later. Du coup, on a vérifié, effectivement, ça ne change rien au niveau des frais de port des librairies qui choisissent ou pas de les offrir. Donc, il me semble que Gibert offrait les frais de port à partir d'un certain montant. Là, j'ai vérifié sur mon ancienne librairie favorite, c'est pas du tout offert. Et non seulement c'est pas offert, mais en plus, plus il y a de bouquins, plus c'est cher. Enfin, en soi, ça se comprend, mais du coup, c'est sûr que rajouter une pénalité, en fait il faudrait pénaliser les personnes qui... Enfin, peu importe le montant, en fait il faudrait juste pénaliser le fait d'acheter sur des grands sites comme Amazon. Ouais, mais après je comprends les gens qui commandent sur Amazon parce qu'il y a une certaine sécurité. Là franchement en librairie, souvent quand j'ai déjà tenté de commander et le livre est abîmé et ils peuvent pas faire grand chose. Donc oui, c'est pas alors quand on va sur tu place, renvoies. Quand on va sur place, on choisit, ça va, y a pas de souci. Quand ils l'ont pas sur place, qu'il faut commander, bah du coup s'il est livré, qu'il est un peu abîmé, qu'il correspond pas à nos standards, alors qu'on a payé 25 balles quand même parce que c'est de plus en plus cher les livres, bah on peut rien faire quoi. Après oui, Amazon, parce qu'il y a cette simplicité où bah, on reçoit quelque chose, c'est un peu abîmé, on peut le renvoyer et le recevoir, voilà. Mais n'empêche que dans ce cas-là, effectivement, je pense que les 3,85 ce serait... Je suis plutôt pour, mais il faudrait que le système soit mieux géré. La question suivante, c'est pour ou contre acheter le même livre dans plusieurs éditions pour le côté collection. Ouais. Ouais. Attends, non, je suis pas prête. C'est bon. Ok. Ah t'es entre les deux. Oui. Ouais. Ah bah moi j'ai fait un gros zoom tout moche. J'ai mis contre. Voilà. Alors c'est complètement subjectif, en fait il n'y a pas réellement de vrais arguments derrière, enfin d'arguments valables pour tout le monde, c'est un peu au choix. Perso j'aime pas trop. Déjà ça m'énerve quand les maisons d'édition refont sans arrêt des éditions collector, des éditions limitées qui changent la couverture et tout. Enfin au bout d'un moment quand on a choisi une édition sans que les autres soient publiées ensuite, au tout début, bah on est là en mode bon bah du coup on aimerait bien ce design là mais on a déjà acheté, on n'a pas envie de redépenser, surtout que à la revente bah ça vaudra plus rien ceux d'avant donc on peut pas échanger. Je trouve ça un peu déloyal pour les fans de la première heure aussi. Mais et puis même si maintenant je considère davantage ma bibliothèque comme une collection plutôt que d'avoir plein de livres dans ma bibliothèque, j'aime pas trop emmagasiner plein d'affaires, etc. Mais voilà, c'est entièrement personnel. Alors, je suis entièrement d'accord avec Mélo sur le fait que c'est à chaque fois mon premier
mon premier petit pincement au cœur quand je passe en librairie et que je vois des livres que j'ai adorés et que je recommande encore et encore et encore, peu importe depuis quand ils sont édités, quand je vois qu'il y a une nouvelle édition collector qui est sortie, ça m'a fait ça pour Hunger Games là cet hiver, enfin l'hiver dernier du coup. En fait je trouve ça vraiment dur pour les fans qui ont soutenu l'œuvre depuis le tout début, grâce à qui l'œuvre est arrivée là où elle en est aujourd'hui dans les librairies, parce que pourquoi est-ce que les livres ont une espérance de vie aussi longue? C'est pas le cas de tous les bouquins, hein. C'est parce qu'il y a une communauté derrière qui fait vivre ce livre-là. Donc j'ai vu les sublimes éditions de Hunger Games avec le jaspage, tout ça, enfin voilà. Et je me suis dit, ouais, c'est sûr, ils sont cool, mais d'une certaine façon, je suis aussi attachée à mes anciennes éditions parce que bah, voilà, c'est celles que j'ai lues, c'est celles qui m'ont fait aimer ce texte. Mais voilà, je suis d'accord avec Mélo, je trouve qu'il y a un petit côté déloyal. Maintenant, je l'ai fait. Après, c'est parce que je l'ai fait 2 fois. Une fois pour Harry Potter parce que ma collection initiale était dépareillée. J'avais une partie en tome de petite taille, une partie en grand format, voilà. J'ai gardé les 2. Et je l'ai fait pour mes Ewilan parce que c'est des livres que j'ai tellement relus que ils sont, franchement, je peux plus rien en faire. En fait, les couvertures se détachent, les feuillets de pages se détachent. Donc je les ai rachetés en format intégral cette fois. Il y a des trucs qui me font hésiter, par exemple les sœurs Carmine. Voilà, forcément ça donne envie. Mais je suis plutôt contre parce que, alors le plus souvent, c'est pas le cas à chaque fois, mais le plus souvent le texte est le même. Et ça prend de la place. Si le texte n'est pas le même, je trouve ça pire en fait. Si genre ils ajoutent une petite nouvelle inédite ou quoi que ce soit qui est pas procurable d'une autre manière, je trouve ça grave abusé pour ceux qui l'ont déjà lu, déjà acheté au tout début quoi. Et c'était le cas pour Ewilan notamment, où il y a des petits ajouts dans les intégrales qu'il n'y a pas dans les premières versions. Voilà, c'est le jeu de la réédition. Moi je suis plutôt contre le principe de collectionner plusieurs éditions. Voilà, je suis pas contre le principe de la réédition parce que c'est bien aussi. Maintenant, contre le fait de collectionner, je dirais que le mieux à faire, ce serait, si on voit une édition qui nous tape dans l'œil, ce serait de réussir à revendre sa propre édition pour faire un échange. Voilà. Maintenant, j'essaie d'éviter. Et en plus, avec tout ce truc d'édition limitée collector qu'il y a vraiment en ce moment, il y a une spéculation sur les sites de revente d'occasion qui m'agace profondément. Bon. Elle veut dire Vinted. Hein. Ouais, je pense qu'il y en a sur d'autres sites aussi, hein, mais à la fois je comprends et à la fois c'est la loi du marché, à la fois ça m'énerve. Et par contre, oui, je suis un petit peu pour quand même parce que je comprends, il y a des gens qui sont vraiment très fans au point de posséder, de faire des collections de la même chose répétée. Moi, c'est pas mon cas, je suis rarement aussi fan d'un truc à ce point. Mais je peux comprendre et c'est vrai qu'il y a certaines quand même collections qui sont bien plus belles. Des fois, quand la couverture était très moche à la base, je suis bien contente qu'ils aient refait une édition. Mais ouais, sentiment mitigé. Si. Je l'ai fait pour une troisième saga, c'est pour les Philippe Pullman que j'ai du coup en version poche française et que j'ai acheté en version illustrée VO. Ouais, mais c'est illustré, du coup il y a une plus-value. Il y a une plus-value, enfin il y a de la matière en plus, il y a les dessins en plus, même s'il n'y en a pas énormément non plus, on va pas se mentir. Puis j'avais pas le texte en VO, voilà. Mais disons que j'ai pas acheté par exemple, je pense aux personnes qui ont 3, 4, 5 éditions de Harry Potter parce qu'ils ont leur toute première édition. Ils ont acheté la superbe, méga, trop belle édition de chez Gallimard qui se vend à 170 voire 200 € le tome. Il y a l'édition de chez Minalima, il y a l'édition illustrée également. Enfin voilà, il y a des gens qui accumulent. Je dirais que le plus dur c'est de réussir à faire un choix et de se dire bon bah voilà, il y a beaucoup de... Enfin on sait que c'est un texte qui va être potentiellement réédité, est-ce que j'ai vraiment un coup de cœur pour cette édition ou est-ce que j'attends qu'éventuellement il y en ait une autre plus tard quoi. Moi j'essaierai de raisonner plutôt comme ça maintenant, même si je comprends que ce ne soit pas évident. Le thème suivant c'est parler des livres mainstream. 3, 2, 1. Ah Mais tu triches. Mais non mais c'est peut-être les deux seuls où je réponds ça, je crois. Ouais, elle croit. Alors,
Pour ou contre parler des livres mainstream, moi je suis pour et on le fait en fait, hein. On parle déjà de livres mainstream, maintenant on le fait pas énormément, on ne fait pas que ça et heureusement. On le fait pas à chaque fois parce qu'il y en a qui nous tentent pas, mais quand il y en a un qui nous tente un peu, on le fait et je trouve que c'est important pour nous de vous en parler quand on le fait parce que ils sont pas tous incontournables, ils sont pas tous géniaux, on a toujours quelque chose à en dire qui fait que ça affinera peut-être la vie de futurs lecteurs qui pourraient passer par ici. Donc voilà pourquoi pour moi c'est important d'en parler. Maintenant, quand je vois certains comptes qui parlent vraiment que de nouveautés et de dernières sorties, je trouve ça un peu dommage parce que toutes les dernières sorties ne sont pas bonnes. Donc voilà, je suis pour parler des livres mainstream parce que c'est important de vous donner notre avis qui n'est pas toujours le même que celui de toutes les personnes qui ont trouvé ce livre absolument génial. Voilà. Ouais, alors moi je suis plutôt mitigée parce que d'un côté on va pas s'empêcher de parler de livres mainstream parce que dans ce cas il y a juste plus de livres mainstream, même si d'un côté peut-être que le coût mis dans le marketing et la communication peut peut-être suffire. Oui, c'est d'être un petit peu déloyal par rapport aux plus petites maisons d'édition qui n'ont pas ce même budget. Mais en attendant, on a potentiellement des choses à dire, potentiellement des choses différentes que des choses par rapport aux choses qui ont déjà été dites. Par contre, en effet, un compte qui ne parle que des livres mainstream, moi ça m'intéresse pas. Et je trouve ça très dommage, mais c'est comme pour tout en fait, quel que soit le sujet, vaut mieux de la diversité. Et voilà, le truc c'est plus... le tout c'est de trouver un certain équilibre et puis pour moi il n'y a pas de raison de boycotter, voilà. C'est pour ça que pour contre, enfin voilà, je suis pas, je n'ai pas un avis binaire sur la question. Ensuite on va passer à des thématiques plutôt clivants qui font débat, pour ou contre l'écriture inclusive dans les livres. Ça c'est un sujet où j'avais vu une vidéo il y a quelques années déjà hyper intéressante de Syllabus, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos, qui donne toutes les sources des études scientifiques sur le sujet. Alors peut-être que depuis il y en a eu d'autres et que ce que je vais dire c'est plus à jour, mais en attendant ce qui ressortait de cette vidéo c'est que il n'y a pas de problème à utiliser, à mettre de l'inclusif dans le langage en tout cas, et que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc du coup moi s'il n'y a pas de problème de compréhension, si ça rend pas la lecture plus difficile, que ce soit pour tout le monde, hein, que ce soit pour les enfants, pour les adultes ou pas, je vois pas pourquoi ne pas en mettre et rendre, voilà, faire évoluer et moderniser le langage. Moi ça me perturbe pas. On a déjà vu quelques livres où il y avait du yel, donc du neutre, quelques livres où il y avait d'autres pronoms aussi. C'était plutôt bien utilisé et ça m'a pas bloqué dans ma lecture, c'était assez fluide et vraiment je vois pas le souci. Et parfois c'est même plus cohérent en fait avec le récit. Après c'est pas une raison pour forcer tous les récits à mettre de l'inclusif, mais vraiment moi j'adhère plutôt. Et ben moi j'ai mis pour et contre et c'est exactement l'argument que vient de citer Mélo, c'est-à-dire que ça dépend de ce qu'est l'écriture inclusive. C'est-à-dire que l'écriture inclusive au sens les pronoms non genrés ou les pronoms neutres ou neutres et pluriels, ça je trouve que c'est super important et que ça devrait même être utilisé dans l'écriture lorsqu'il y a lieu. Comme il y a encore beaucoup de romans et de livres avec des personnages qui sont genrés de toute façon, c'est vrai qu'il n'y en a peut-être pas encore trop l'utilité, même s'il faudrait. Les quelques livres qu'on a lus où c'était fait, c'était très bien fait. Moi je crois qu'on en a lu 2 ou 3. Ça m'a posé aucun problème et je trouve ça très bien. Par contre, si on parle de l'écriture inclusive avec les points et le masculin suivi du féminin avec le point, ça pour moi c'est non, je déteste ça. En fait c'est juste moi par confort, personnellement, j'aime pas en fait, enfin un texte avec plein d'adjectifs mis au féminin, masculin et des points partout, je trouve ça pas ouf, voilà, mais c'est personnel. Mais il y a une alternative au point, hein. Pour moi c'est genre par exemple celles et ceux, celles.ceux, c'est le, enfin il y a des contractions, oui, mais et les contractions sont beaucoup plus claires je trouve et assez intuitives en général. Il y en a pas pour tous les mots, je suis pas sûre. Mais quand il y en a, pourquoi ne pas les utiliser quoi? Pour moi c'est à partir du moment où ça fait du sens, c'est pour ça, c'est pour ou contre, c'est-à-dire que moi je suis contre le fait d'en mettre partout pour en mettre partout, mais je suis pour le fait de l'utiliser quand c'est nécessaire au texte et à l'histoire. Par exemple, le pluriel,
Pourquoi est-ce qu'on a décidé que le pluriel, enfin que le genre s'accorderait, le genre pluriel serait masculin? Pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Le genre pluriel devrait être accordé au nombre du genre qui correspond. C'est-à-dire que s'il y a plus de femmes dans le groupe, c'est un elle, s'il y a plus d'hommes, c'est un il, et si on ne sait pas, et ben on met un neutre. Mais du coup, il y a encore beaucoup trop de choses à faire avant, je dirais. Beaucoup de règles grammaticales qui devraient être fixées avant que ça puisse prendre le pas. Mais du coup, je suis pour, sauf les points, en fait, les points et le fait d'en mettre juste pour en mettre. Voilà. Ouais. Et donc du coup moi j'allais dire je suis pour, mais je suis aussi pour, mais c'est ce que Mélie vient de dire du coup, pour utiliser d'autres règles que celles de l'écriture inclusive. Donc par exemple la règle de pourquoi le masculin l'emporterait, donc plutôt faire une règle en fonction du nombre ou ce genre de choses. Et pour ce qui est de l'argument de ah mais oui mais les dyslexiques ils vont avoir encore plus de mal, bah alors de 1, scientifiquement pour l'instant apparemment c'est pas vrai. Et de 2, la plupart du temps on n'en a rien à fiche des dyslexiques. On ne met absolument rien en place pour leur rendre la vie plus facile, et là tout d'un coup quand on a besoin d'eux, on utilise leur cause. Pour ou contre les trigger warnings? 3, 2, 1. Avant j'étais carrément pour. La question se posait même pas du pour ou contre, j'étais carrément pour les trigger warnings. Jusqu'à ce que je lise un post de Baptiste Beaulieu sur le sujet. Et voilà, qu'on vous mettra aussi en barre d'infos, donc c'est un post qu'il a fait sur Instagram, où il cite notamment une étude scientifique qui a été menée, qui prouve qu'a priori c'est plus flippant pour les personnes concernées de voir les trigger warnings que de ne pas les voir et de tomber plus tard sur la partie du texte concernée. Et comme c'est écrit par Baptiste Beaulieu et donc très très bien formulé, je ne doute pas que vous vous rangerez à cet argument aussi. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai mis pour contre? Parce que du coup, j'étais pour, j'ai lu l'article de Baptiste Beaulieu, je suis passée contre. Maintenant, en fait, il se trouve que je ne suis pas ou très peu concernée par les trigger warnings. Je n'ai pas vécu de violence particulière dans ma vie qui ferait que je pourrais être choquée. Et du coup, que je pourrais, si vous voulez, anticiper la frayeur que me procurerait un trigger warning. Sauf dans un cas, et en fait c'est ce cas-là qui fait que j'ai mis pour contre. Je suis extrêmement arachnophobe, c'est vraiment... C'est pas encore au stade maladif chez moi, mais il y a des fois où c'est vraiment extrêmement dur. Je préfère 1000 fois que ce soit écrit au début du livre: attention aux arachnophobes, présence et description détaillée d'araignées. Moi je sais tout de suite que ce livre-là, je vais pas le prendre en fait. Donc... voilà pourquoi je suis partagée, parce que dans mon cas, ça me sert. Alors, en fait, je pense qu'il y aurait eu moyen que tu saches, sans trigger warning, tu aurais été quand même au courant que c'est un livre qui va parler d'araignées. Par exemple, pour le Aurélie Wallenstein, t'avais pas besoin d'un trigger warning parce que, voilà, le résumé, la couverture laisse penser que ça va tourner autour de ce sujet. Même pas vraiment, je trouve. Honnêtement, la couverture, elle est pas si évidente que ça. Le résumé ne mentionne pas des araignées en tant que telles, mais des espèces de créatures qui ponctionnent je sais pas quoi. Donc en soi c'était même pas si clair que ça, et je l'ai quand même commencé et ça m'a vraiment mis pas très bien. Moi j'ai mis contre, même si mon avis n'est pas fixe. Peut-être que je changerai d'avis un jour, peut-être qu'il y aurait de nouvelles informations. Voilà, moi je préfère me baser sur la science. J'ai pas énormément recherché sur le sujet en vrai pour l'instant, donc c'est pour ça aussi que mon avis n'est pas complètement fixe et déterminé. Mais bah voilà, pareil que Mélie, j'ai vu les stories de Beaulieu sur le sujet. J'ai vu aussi des témoignages de personnes qui disaient que ça les rendait plus anxieux de voir le trigger warning que de voir que d'aller lire la scène en fait. Et aussi il y a un côté un peu infantilisant et victimisant, en mode bon bah voilà, puisque t'es une victime on te prévient. Et il y a aussi le truc de bah voilà, on te dit ne pense pas à un éléphant, et bah au final tu vas y penser. Donc du coup en voyant le trigger warning, bah c'est pire quoi. Et il y a aussi le côté de toute façon la meilleure thérapie c'est l'exposition en fait, et si on s'y expose pas ça va faire qu'augmenter l'angoisse et les traumas. Après voilà, je suis pas particulièrement traumatisée par des thématiques, j'ai des phobies, mais il y a aussi le fait que en fait on peut pas mettre des trigger warnings pour tout, chaque personne sera trigger par des choses complètement différentes. Il y a quand même un groupe de triggers assez qu'on peut croiser assez souvent. Mais voilà, il peut y avoir des phobies complètement random et des traumas aussi assez rares.
Et donc ceux-là, ils seront pas inclus dans les trigger warnings, et donc du coup quelqu'un pourrait se lancer dans un livre et penser que c'est safe et que c'est pas safe du tout en fait. Mais bon, je pense qu'il y a aussi des gens qui doivent trouver ça utile. Donc je sais pas, je préférerais plutôt catégoriser mieux les classes d'âge des livres, que ce soit respecté en librairie et qu'il n'y ait pas d'histoire de marketing qui vienne jouer là-dessus, déjà, ce serait déjà un premier pas, et qu'ensuite on mette les livres dans les bons genres. Donc c'est-à-dire que par exemple un truc de romance où il va pas y avoir de consentement et tout, que ce soit bien classé dans le bon genre, et ainsi de suite, enfin... Je suis entièrement d'accord avec Mélo et c'est tout à fait... En plus c'était exactement ce que j'allais dire par rapport à la classification d'âge. Mais en fait, est-ce que ce qui gênerait pas là-dedans c'est d'utiliser le mot trigger warning? Enfin, est-ce qu'on serait pas encore en train de se créer, de se monter la tête autour d'un concept alors que juste, ça se trouve... Enfin, moi ce que j'aimerais bien ce serait sur les livres où il y a des relations sexuelles qui sont décrites, bah, que ce soit écrit en fait, relations sexuelles explicites. Parce que... Sans parler de trigger warning, c'est quand même des contenus qui normalement ne sont pas ouverts à la vente aux moins de 18 ans. Rien que ça en fait. Donc après effectivement il y a les relations toxiques, en fait ça devrait être écrit, et je parle pas que des viols, je parle, enfin voilà, relations toxiques ça devrait être écrit aussi pour moi, et c'est pas un trigger warning, c'est juste parce que ça va pour moi dans un travail de déconstruction, de dire ok, tu vas lire un contenu, dans ce contenu tu vas lire quelque chose qui normalement n'est pas acceptable. Après, t'en fais ce que tu veux de l'information, mais par contre, en termes de légalité, je trouverais ça normal que le vendeur précise, voilà, ce contenu, c'est pas ok. Enfin, je veux dire, c'est ok de le lire, mais par contre, il faut pas considérer que c'est ok de le vivre. Voilà, je sais pas si c'est clair. Et ça revient un peu à ce que disaient les gens dans les témoignages chez Baptiste Beaulieu, c'est-à-dire qu'ils préfèrent voir une mention histoire difficile, si jamais, au cas où, plutôt que voir un trigger warning bien explicite et bien clair. Après voilà, moi-même, enfin c'est ce que je vous disais, et comme je suis pas concernée par ce qui est la plupart du temps concerné par les trigger warnings, je me vois mal exprimer un avis tranché sur le sujet parce que voilà. Et donc on passe à la dernière thématique, tout aussi difficile, pour ou contre la réécriture des œuvres jugées offensantes. Est-ce que je mets un mid encore ou... J'ai failli, mais je vais mettre un avis décidé quand même. Allez, je mets un 3/4. Allez, parti. 3, 2, 1. Ah mais on voit pas. Vous voyez plus rien. Voilà, contre. Ouais, alors, sur le principe, je serais contre parce que on a suffisamment d'imagination, l'imagination est illimitée pour écrire d'autres choses et partir sur une histoire complètement nouvelle. Après, je me dis qu'il y a certaines œuvres qui peuvent peut-être être importantes pour, je sais pas moi, et que ça ferait pas de mal de juste les réécrire mieux, moderniser avec des meilleures valeurs, et pour continuer par exemple à les lire aux enfants. Genre je parle à tout plein de contes de fées, à des Disney et compagnie, bon pourquoi pas, il y a des gens qui sont archi fans, pourquoi pas les refaire, les améliorer et partir sur une nouvelle base. Mais par contre, il faut pas que ça se généralise quoi. Je vois pas mal de films qui sont refaits. Je suis là en mode bah il y a de la place pour des nouveaux films en fait, mais bon. C'est pour ça que je suis mitigée. Je suis contre parce que il y a du coup deux exemples auxquels j'ai pensé. Le premier c'est exactement ce que disait Mélo, c'est les films Disney. Mais en fait ça vaut pour tout, c'est-à-dire qu'un livre, quand on le lit, quand on analyse, on ne peut pas complètement oblitérer le contexte dans lequel il a été écrit, c'est impossible. S'il y a des livres et des textes qui sont encore de nos jours considérés comme des classiques et des choses à lire, pour moi, à partir du moment où on le réécrirait et où on le modifierait, eh ben, il n'aurait plus du tout sa place en fait dans cette espèce de panel de classiques à lire. Alors il y a des classiques à lire
pour la compréhension de l'époque, justement parce qu'on est là maintenant avec notre œil neuf pour critiquer les valeurs qui étaient proposées à l'époque, mais en sachant que ce livre-là, par exemple, ce texte-là, avait marqué particulièrement les esprits pour telle ou telle raison, le sujet de l'esclavage par exemple, entre autres. Maintenant, ce qu'il faut absolument mettre dans ces textes-là, de mon point de vue, c'est à chaque fois qu'il y a des valeurs qui sont très clairement problématiques, soit une préface, mais bon, tout le monde ne lit pas une préface, et c'est ce qui est, je crois, fait maintenant dans les Disney, parce qu'il me semble que je suis retombée sur un Disney récemment, ça doit être La Belle et le Clochard ou un truc comme ça, où en fait au début, il précise, voilà, ce film a été réalisé et tourné et sorti à telle date, sachez que tout n'est pas, voilà, tout n'est pas bon à prendre. Et le deuxième moyen, ce serait donc déjà de faire cette préface, et ensuite, quand dans le texte il y a des endroits précis où, je sais pas, il y a le fait que avoir des esclaves c'est absolument génial, ça par exemple, une note de bas de page pour dire nous rappelons que ce texte a été écrit à telle date. Et le deuxième exemple auquel je pensais, c'était Les 10 petits nègres qui a été transformé en Ils étaient 10. Ça dépend de ce qu'on appelle réécriture, c'est surtout ça en fait, il y a réécriture et réécriture. Ils étaient 10, s'il y a juste le titre qui a été changé, je crois que je suis même pas sûre d'avoir lu le livre. Est-ce que l'appellation nègre avait vraiment un impact en soi sur l'histoire ? Je suis même pas trop sûre quoi, franchement. Donc dans ce cas-là, oui, pourquoi pas changer le titre en fait, si ça a vraiment pas d'impact sur l'histoire. Pour ce qui est de la vraie réécriture, c'est-à-dire de reprendre, comme on peut parler de réécriture de conte, c'est-à-dire reprendre une base et complètement changer l'histoire, dans ce cas-là, si c'est un texte offensant, pourquoi est-ce qu'on veut le reprendre pour le réécrire en fait? Pour moi ça n'a pas trop d'intérêt. C'est-à-dire que si on a un texte, c'est-à-dire une base de notre société, un truc qui est vraiment fondateur, qu'il y a des idées problématiques, dans ce cas-là on prévient mais on change pas le texte parce que sinon c'est plus une base. Et si c'est un texte de loisir par exemple, il y avait eu une grosse polémique autour d'une autrice qui avait écrit un livre sur justement sur l'esclavagisme, et c'était les blancs qui étaient esclaves des noirs ou je sais plus quoi. Ça a fait un bruit terrible là sur les réseaux il y a quelques mois je crois. En gros, je pense qu'on peut résumer en mode plutôt pour, à condition que ça fasse pas un autodafé des œuvres originales. Et un petit peu comme pour la question d'avant où il y a deux questions, en fonction des jours mon avis n'est pas forcément fixé, je passe de mesuré à un petit peu moins mesuré sur la question. Après pour moi il y a deux types de réécriture, il y a la réécriture où ça reste plus ou moins la même chose mais juste on enlève des passages, genre par exemple pour un des Disney où il y a une princesse qui se fait embrasser dans son sommeil ou pendant qu'elle est semi-morte là, bon ça on pourrait remplacer cette scène là par un autre truc qui fait que ça la réveille. Et garder le reste ou la plupart du reste, et sinon les réécritures de contes où on a des éléments mais globalement c'est très différent. Bon ça pour moi c'est pas du tout la même chose et je trouve pas que ce soit ça rentre pas vraiment dans le cadre de la question je pense, parce que c'est plus une espèce de fanfiction réécriture quoi. Mais voilà, globalement, assez d'accord aussi avec Mélie. Voilà, on est arrivé au bout des pour et contre. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de chacune de ces questions, ce que vous auriez répondu. On espère que cette vidéo vous aura plu, et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite très bonne lecture.